d'accueil, en commençant par remercier les éditions RS et la Maison des Sciences de l'Homme justement d'accueillir et d'organiser cette conférence de presse du collectif, conférence de presse que nous avons voulu à l'occasion de la parution de deux nouveaux ouvrages de Pas Zéro Conduite, le livre Les enfants au carré, une prévention qui ne tourne pas rond, et le manifeste Petite enfance pour une prévention prévenante, qui sont des livres qui s'inscrivent maintenant dans une tradition de publication du collectif, puisque depuis 5 ans, nous avons publié 5 ouvrages. Juste pour rappel, le premier livre en 2006, les actes du premier colloque fin 2006 aussi, et le second livre en 2008. Voilà. Donc, pour remettre un petit peu les choses en perspective, vous vous rappelez sans doute que l'appel Pas Zéro Conduite pour les enfants de 3 ans avait été initié en 2006 en réponse à l'expertise de l'INSERM sur le trouble des conduites chez les enfants et les adolescents, qui incitait notamment les professionnels à aller détecter les futurs délinquants dès 3 ans dans leur mode d'accueil, à la crèche par exemple. Et cet appel avait recueilli 200 000 signatures. Et il avait été couronné d'un succès dans le sens où, d'une part, le gouvernement avait reculé et avait retiré de la loi de prévention de la délinquance les dispositions qui prévoyaient ce dépistage précoce de troubles du comportement, entre guillemets, dès 3 ans. Que d'autre part, l'INSERM, lors d'un colloque le 14 novembre 2006, avait pris l'engagement de modifier ses procédures dans les expertises dans le domaine psychopathologique, notamment en faisant appel à l'ensemble des disciplines concernées, dont les sciences humaines, et en associant aux chercheurs des acteurs de terrain. Et puis, le troisième élément important qui pour nous avait été le signe que notre appel avait touché sa cible, c'est que le Comité consultatif national d'éthique avait clairement marqué que cette démarche de notre part était pertinente et éthique, puisqu'il avait rendu un avis en février 2007 qui validait largement un certain nombre d'éléments que nous avions mis en avant. Premièrement, le comité d'éthique rejetait toute confusion entre prévention et prédiction. Il alertait sur la médicalisation excessive et le recours aux psychotropes chez les très jeunes enfants. Il rappelait la nécessité du secret professionnel et médical. Et il dénonçait la tentation de réduire une personne à des paramètres fragmentaires qui débouchaient sur un risque d'arbitraire et d'exclusion. Alors malgré ce succès, les approches réductrices et déterministes dans la vie psychique des enfants sont restées actives, et elles sont restées actives dans trois registres. Du côté des politiques, premièrement, puisque sans entrer dans tous les événements depuis 2006, tout récemment, en novembre 2010, Jean-Marie Bockel, qui était alors secrétaire d'État à la justice, puis en février 2011, Jacques-Alain Bénisti, qui avait été un des premiers à rendre un rapport resté un peu célèbre sur cette question, ils reprenaient à leur compte à nouveau cet amalgame entre les difficultés psychologiques durant la petite enfance et la prédiction d'un avenir délinquant dans 2 rapports sur la prévention de la délinquance des jeunes, même s'ils le présentaient sous des mots nouveaux, puisqu'on ne parle plus de dépister les futurs délinquants, mais on parle de prévenir et de dépister précocement des enfants en souffrance. Mais on verra dans nos échanges qu'on cible bien du côté des enfants agités. Et puis ces approches déterministes, elles restent aussi actives du côté de la recherche, qu'il s'agisse des troubles des conduites ou par exemple de l'autisme, notamment les approches essentiellement génétiques et biologiques demeurent très prégnantes. Et je vous renvoie par exemple au film de Marie-Pierre Jory, L'enfance sous contrôle, qui avait été diffusé par Arte en 2010 et qui illustrait largement cette approche très réductrice des difficultés psychopathologiques des enfants. Et puis enfin, des approches réductrices du côté des pratiques de dépistage et de prévention, avec des démarches qui s'inscrivent dans un courant de promotion de la santé mentale et qui s'adressent de plus en plus à des populations entières d'enfants, soit à l'école, soit même dès la crèche. On a des outils qui sont proposés, on y reviendra je pense dans la discussion, les programmes Fluppy ou Brin d'Amis, qui visent dès 3 ans, je cite, au développement d'habiletés sociales et d'habiletés de régulation d'émotions, ou bien le programme Les Amis de Zippy, qui est en cours d'implantation en France, il s'agit du projet PROMAT, et qui vise aussi à l'acquisition très précoce de conduites adaptatives.
L'utilisation de ces programmes, elle est prônée par divers organismes. On retrouve cela dans une expertise opérationnelle de l'INSERM, proposition pour un meilleur suivi santé de l'enfant en 2009. Et plus récemment, le Centre d'analyse stratégique s'y réfère dans une note sur les enjeux de la prévention précoce qui est parue en décembre 2010. Et donc, estampillés sous ce label de prévention précoce, ces programmes soulèvent des interrogations quant à leur fondement scientifique et politique, et nous estimons qu'il faut travailler à en cerner les enjeux humains, scientifiques, sociaux, démocratiques et éthiques. C'est ce travail de réflexion critique que nous présentons à la fois dans le livre et dans le manifeste, mais aussi également nous y proposons et nous y valorisons des pratiques de prévention qui existent ou dans des dispositifs innovants dans une prévention prévenante pour les enfants. Donc le collectif est resté mobilisé et reste mobilisé face à cette ténacité des pouvoirs publics pour installer une prévention prédictive et des mesures de formatage précoce des enfants, parce que, nous le redisons comme nous l'avons dit en 2006, un enfant n'est pas un organisme programmé ou programmable, et que rien n'est définitivement joué dans l'évolution d'un être humain, ni à 3 ans, ni à 15 ans, ni d'ailleurs sans doute à 70 ans. Donc toutes ces questions, nous allons essayer de les aborder sous plusieurs angles de façon synthétique, avec les interventions de Roland Gori, de Sylvain Missonnier, de Monique Collas, de Bernard Goltz et de Sylviane Jampineau. Et nous allons vous faire part, au travers de ces interventions, de notre engagement en faveur de politiques et de pratiques de prévention prévenante pour la petite enfance, c'est-à-dire une prévention qui reconnaisse la singularité et la liberté du développement de chaque enfant et aussi des processus de parentalité. Et nous conclurons en vous informant des prochaines initiatives que prendra le collectif avant d'ouvrir une discussion avec vous. Voilà, donc je passe la parole à Roland Gori. Merci Pierre. Bonjour. Alors, mes amis de la zéro conduite m'ont chargé de dire quelques mots concernant la prévention précoce au calibrage finalement des logiques de normalisation sociale et de gestion des risques. Alors, je commencerai par évoquer une note de travail écrite en 1933, donc date fatidique, vous savez, pour l'Allemagne et pour l'Europe, une note de travail de Walter Benjamin, dans laquelle il évoque le levain de l'inachevé. Le levain de l'inachevé. Et il dit là, il y a une chose que peut l'adulte, marcher, mais une autre qui ne peut plus, apprendre à marcher. Alors je crois que c'est cet élan, ce potentiel qui fait de l'enfant, si vous voulez, un avenir que nous ne saurions envisager à reculons. On n'entre pas dans l'avenir à reculons, comme disait Paul Valéry. Et je crois que si nous parions sur ce levain de l'inachevé, nous sommes en mesure, de manière tout à fait schématique, mais je dirais d'évoquer deux types de prévention. Deux types de prévention qui sont, si vous voulez, deux styles de discours différents, deux dispositifs différents, et deux types de savoir et de pratique. C'est schématique, bien sûr, on peut les considérer comme des pôles, plus que, bien évidemment, comme des catégories. Une prévention sécuritaire, c'est celle que nous connaissons particulièrement aujourd'hui en France, qui procède finalement par la mise en place d'appareils que j'appelle orthopédiques et de contention, finalement, de l'enfant, c'est-à-dire finalement des appareils orthopédiques chers à nos sociétés de contrôle et de normalisation sociale. Et donc finalement une façon de faire marcher droit, pourrait-on dire, l'enfant, sans l'accompagner, mais en le corsetant, quitte à le faire chuter finalement, ou entraver son développement singulier, c'est-à-dire finalement ses capacités de création. Pour aller très vite, vous l'avez dans citation mise en exergue dans le rapport Bellisti de cette année, où il cite Saint Jean Bosco, ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Alors, oui, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, et je dois vous dire que mes amis de la zéro conduite m'ont envoyé un colloque au Sénat il y a quelques jours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on lui fait faire comme truc? Qu'est-ce que vous me faites faire? Avec le tard, hein, j'ai envie d'avoir le... Non, passons. Bon. Enfin, et le titre de ce colloque me paraît absolument extraordinaire, il en dit beaucoup plus que ce que je ne saurais en dire. Nos enfants ne nous font pas peur, mais le sort qu'on leur réserve nous inquiète. Je crois que si vous voulez, le sort qu'on leur réserve, c'est justement cette prévention sanitaire, cette prévention sécuritaire qui s'oppose point par point à, encore une fois, une prévention prévenante. Alors simplement, j'aimerais replacer, si vous voulez, cette logique de cette prévention sécuritaire, sanitaire et sécuritaire,
dans finalement l'ensemble des dispositifs actuels qui n'ont pour souci, dans le domaine du soin, dans le domaine de la prévention, dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la justice, finalement, que d'assurer un quadrillage des populations que l'on va suivre à la trace, en évaluant finalement leur degré de dangerosité, leur potentiel de risque. Par exemple, tout à l'heure, Françoise, les sonnages en portable, c'est une anomalie. C'est une anomalie, mais ça n'est pas en soi, n'est-ce pas, une pathologie. Eh bien, on va dire que dans une logique de prévention sécuritaire et essentiellement soucieuse de gestion des risques, elle fait partie à ce moment-là d'une catégorie de population à risque, alors bien sûr à mesurer encore une fois le coefficient. Alors, je crois qu'il faut bien voir là quelque chose qui constitue ce que je pourrais appeler des affinités électives entre différentes logiques. D'abord, bien sûr, vous avez compris, une logique d'un pouvoir sécuritaire, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'autorité suffisante pour imposer au nom de la religion, au nom de l'idéologie politique, au nom d'un certain nombre de valeurs, et donc qui par conséquent va placer les individus, si vous voulez, dans des systèmes, dans des dispositifs qui sont davantage normatifs. Vous connaissez cette position que fait Michel Foucault entre les sociétés disciplinaires et les sociétés sécuritaires. Donc on est là plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre d'une extension sociale de la norme. Et donc, c'est cette logique d'un pouvoir politique essentiellement sécuritaire. Ensuite, bien évidemment, n'est-ce pas, prenez le terme même de norme et vous vous apercevrez qu'il y a une extension sociale de la norme qui se déduit déjà de son extension linguistique, puisque c'est un terme qui va essentiellement se développer à la fin du XVIIIe siècle et essentiellement au XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où, par exemple, la demande sociale à l'adresse de la psychiatrie, c'est de dire comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. Donc là encore, vous voyez, cette extension sociale de la norme, dans nos sociétés, vient s'accoupler en quelque sorte avec ce pouvoir essentiellement sécuritaire. Et puis, troisièmement, je crois que c'est un point important, il y a bien évidemment les intérêts à la fois matériels et symboliques, n'est-ce pas, des scientistes. Alors, je dis scientistes, je ne dis pas des sciences. Nous avons, à partir de lui, des scientifiques très prestigieux, n'est-ce pas, en neurobiologie, en santé publique, etc. Non, c'est le scientisme. Le scientisme, c'est l'obscurantisme de la science, c'est-à-dire sa version intégriste et religieuse, et non pas, encore une fois, ses qualités démonstratives, ses qualités politiques. Alors, là, on reviendra peut-être rapidement sur ce point, mais je crois que c'est important de voir justement ces affinités électives entre ces différentes logiques. Du coup, la biologisation des souffrances psychiques et sociales, la naturalisation de la délinquance et des déviances sociales, le quadrillage des populations à risque, finalement c'est le retour des classes dangereuses d'une certaine façon, ce retour, n'est-ce pas, ces populations à risque qui finalement, cette biologisation des populations à risque qui finalement disclut la société de la part qui est la sienne dans la fabrique des symptômes. Tout ça, si vous voulez, fait bon ménage avec ce qu'il faut appeler quand même, je crois, les industries du risque. Les industries du risque et de la sécurité. Et là, effectivement, Pater Automobiles ne se situe pas du tout, bien sûr, dans ce champ-là. Je crois que cette notion de sécurité qui est mise en avant, elle est mise en avant davantage pour des raisons idéologiques, encore une fois, que pour des raisons scientifiques. La sécurité, n'est-ce pas, c'est finalement la notion light de l'état d'exception. De l'état d'exception. Et c'est ce qui justifie, si vous voulez, un certain nombre de mesures. Et notamment qui finalement permet un management par la peur, finalement, et en ne voyant dans l'autre, que l'autre soit le petit enfant, que l'autre soit l'étranger, que l'autre soit le fou, le vieux, le malade, etc., n'est-ce pas, une menace, un risque, et encore une fois, cette citation du rapport bénéfice de Jean Bosco au niveau du rapport bénéfice, mais on pourrait prendre le rapport Bocquet, c'est la même mot, c'est la même chose, n'est-ce pas, et témoin justement de cette crainte de ne pas voir dans l'enfant, finalement, l'avenir de l'humanité dans l'homme, pour aller très vite, n'est-ce pas, et voir dans l'enfant une menace, un danger. Alors, pour mener cette politique, le pouvoir, dans nos démocraties d'opinion, dans nos démocraties d'audimat, eh bien, bien sûr, il met en scène des faits divers. Il met en scène des faits divers pour accréditer la thèse selon laquelle, finalement, n'est-ce pas, les projets de loi qu'il propose, par exemple, la révision de l'ordonnance de 45, révision de Marinard, etc., n'est-ce pas, ces projets de loi sont, pourrait-on dire, les réponses purement techniques aux problèmes quotidiens des citoyens. Et là, il y a vraiment une imposture pour aller très vite, puisque finalement, la mise en scène de ces faits divers vient justifier
n'est-ce pas, des projets de loi qui ont déjà été préparés à l'amont. Alors, il faut voir aussi, et je crois que c'est un point très important par rapport à la mobilisation de la il faut voir aussi que, bien sûr, ce pouvoir politique sécuritaire, il va choisir parmi les savoirs et parmi les experts, finalement, ceux qui sont les plus à même de donner une légitimité, de donner une caution idéologique à ces décisions. Et de faire comme si les décisions politiques qu'ils pouvaient prendre, comme si les décisions idéologiques qu'ils pouvaient prendre, se déduisaient tout à fait logiquement de la science, et logiquement, si vous voulez, de la raison. On entre dans ce que le sociologue Pierre Bourdieu a appelé, n'est-ce pas, ces abus de pouvoir qui s'autorisent ou se légitiment de la raison. Je crois que c'est un point extrêmement important parce qu'il y a donc véritablement, le rapport auquel là-dessus est tout à fait exemplaire, il y a véritablement une sélection des savoirs, n'est-ce pas, et des experts transformés en magasins, en libre service, n'est-ce pas, dans lesquels le pouvoir politique va faire son marché. Alors on va mettre Alain Boer, que Laurent Micheli, etc. Donc on voit très bien comment, finalement, n'est-ce pas, tout ça est aussi une espèce de mise en scène, ça fait partie du marketing politique, n'est-ce pas, pour justifier des décisions en faisant comme si on ne les prenait pas et comme si elles n'étaient qu'une réponse technique à des problèmes techniques. Alors ça, bien sûr, et on voit très bien, par exemple, l'absence de fondement de ce type de logique, parfois, qui va jusqu'au ridicule, et Passion de conduite a donné dans plusieurs bouquins des exemples, pas de dire qu'un enfant de 2 ans, qui va avoir moins de 2 ans, qu'il a un indice de moralité bas, qu'il a de la froideur affective, etc., une absence de remords, c'est quand même quelque chose un peu bizarre et qui montre bien le caractère extrêmement hétérogène des critères permettant le diagnostic et, avec une manière, bien sûr, sa consistance épistémologique. Alors, cette prévention sécuritaire, nous proposons une autre prévention qui est exposée notamment dans le manifeste. C'est une pratique, n'est-ce pas, que nous avons nommée à raison de conduite la prévention-prévenance. C'est-à-dire c'est celle qui n'ont pas corset, si vous voulez, l'enfant, n'installe pas des contentions, et c'est celle qui l'accompagne, c'est pas une autre chose, c'est celle qui accompagne l'enfant dans son apprentissage de la marche, qui ne lui dit pas comment il faut marcher, mais qui l'accompagne, qui le soutient, qui l'entoure sans le contraindre, et qui évite les chutes les plus graves, bien évidemment, mais sans entraver finalement des chutes mineures, qui font partie de l'expérience. Et là encore, je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait reprendre Walter Benjamin, montrer comment la crise de la modernité, c'est la difficulté d'inscrire des événements comme véritablement des expériences. Et donc extrêmement important que nous puissions, encore une fois, laisser à l'enfant le temps d'inscrire les événements comme des expériences. Là encore, regardez le ridicule, n'est-ce pas, de certains propos comme ceux de Richard Tremblay, lorsqu'il parle de vol, d'agression, lorsqu'un enfant de 9 mois rampe pour aller piquer le goûter ou le cul d'un autre. Alors, cette prévention prévenable, n'est-ce pas, c'est celle quand même qui a toujours parié, justement, et c'est pour ça que j'ai commencé avec Walter Benjamin, sur le levain de l'inachevé. C'est celle qui a promulgué, vous le savez, n'est-ce pas, qui a fait la promulgation de l'ordonnance de 45, sur laquelle on veut revenir sans cesse. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle a été révisée 300 fois. Enfin, donc si vous voulez, c'est cette prévention prévenante qui demande des crèches, c'est celle qui demande des CMP, c'est celle qui demande des PLI, c'est celle qui demande des RASET, c'est celle qui demande des dispositifs de soins, de prévention, d'éducation et de justice. C'est-à-dire justement ces dispositifs spécifiques que le pouvoir actuel menace au moment même où il prétend nous vendre, n'est-ce pas, la marchandise de la sécurité. Au moment même où l'État se dessaisit justement, n'est-ce pas, de ses missions de service public, non seulement en favorisant la privatisation de ces services, mais encore, et c'est un point très important, mais encore en contraignant ses serviteurs à intégrer une logique néolibérale, une logique de marché, une culture d'entreprise et de produits financiers, n'est-ce pas, en les obligeant à intérioriser à eux et entre eux les nouvelles normes culturelles du capitalisme financier. Donc, vous voyez, je crois que c'est très important parce qu'on a une double violence, à la fois une violence matérielle qui conduit à la réduction des moyens et une violence symbolique, n'est-ce pas, qui est finalement la transformation de nos métiers et de nos pratiques. Alors, on comprend que dans cette mutation sociale idéologique, eh bien, ce soit justement les savoirs et les pratiques les plus instrumentaux qui tirent finalement leur épingle du jeu, et non pas, bien sûr, les savoirs les plus cliniques, les savoirs les plus éducatifs, les savoirs les plus tragiques. Pourquoi? Parce que ces savoirs les plus techniques, les plus instrumentaux, demandent simplement une soumission comportementale sans véritable inscription psychique.
c'est aussi un point très important. C'est-à-dire, ce sont des savoirs et des techniques qui demandent une adaptation, une suradaptation sociale, ce qui est finalement l'équivalent, psychopathologiquement, d'une délinquance sociale, la suradaptation, l'hyperadaptation sociale. Et comme le dit justement avec ce type de savoir et de pratique, comme le dit encore Benjamin, le sobre concept du devoir menace de se perdre. On ne demande pas, on rappelle Orange Mécanique, on ne demande pas, encore une fois, aux enfants et aux jeunes de croire, d'inscrire psychiquement les choses, il suffit, encore une fois, qu'ils les vivent. Alors, pour construire cette humanité qui n'existe pas encore, ou alors à peine, comme disait Georges Jaurès, Pas de zéro conduite demande une prévention précoce, oui, une prévention précoce, mais pas féroce, une prévention prévenante, où l'enfant, comme tous les citoyens d'ailleurs, retrouve cette confiance qui constitue le fond de la démocratie. C'est encore Jaurès, vous savez que Jaurès disait que le pire ennemi de la démocratie, c'est son manque de confiance en elle-même. Entre la démocratie et confiance en elle-même, encore faut-il que nous puissions d'apprendre cette confiance aux jeunes enfants en évitant de nous méfier d'eux. Et je termine par une citation de Winnicott, ce psychanalyste pédiatre anglais qui dit « Ni la démocratie, ni la maturité ne peuvent être inculquées à une société. » Ce qui veut dire qu'il faut laisser justement le temps pour grandir et le temps pour comprendre. Donc c'est... C'est Pierre qui dit le C'est vrai. Bon. Merci aux amis du collectif Pas de Zéro de conduite, Sylviane Jean-Pinot, Pierre Cesser et toute la bande. Merci à Inès, à Marie-Françoise, à Esper, à Barney, de me donner l'occasion ici de témoigner effectivement des dangers d'une prévention aliénante en périnatalité. Je rebondis d'abord sur la superbe expression de Levin de l'IHEV, probablement que la période de la périnatalité, de devenir parent, le naître humain, représente l'acmé, la quintessence de ce que peut représenter la potentialité humaine, mais aussi sa vulnérabilité. On est là dans le temps des débuts, dans le temps des commencements, dans le temps des émergences, et c'est vrai qu'il y a un cheveu, il y a un je ne sais quoi, un presque rien, entre une floraison, une fructification, et effectivement un processus de développement qui va avorter. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut, en effet, comme l'a fait Roland, clarifier l'affaire en disant qu'on se retrouve avec une alternative à deux options. D'un côté, une prévention prévenante. Alors, dans le contexte qui est le mien, autour de la périnatalité, dans une prévention primaire, on intervient avant que les problèmes soient enquistés, soient figés, et puis une prévention secondaire où on répond à quelque chose qui est déjà un grincement existentiel bien établi. De l'autre côté, il y a une prévention que je qualifierais à dessein de iatrogène, c'est-à-dire une prévention qui va exactement favoriser ce qu'elle prétend combattre. C'est-à-dire que là, la métaphore avec les infections nosocomiales est parfaite, puisque effectivement, on va se faire opérer et hop, on se retrouve avec un méchant virus. Et là, on est effectivement face à des acteurs censés accompagner, qui sont censés soutenir l'apprivoisement de l'incertitude face aux multiples possibles de l'avenir, et on se retrouve dans quelque chose qui va prôner l'emprise et qui va donner l'occasion de prendre des vessies pour de long terme, puisque effectivement le message implicite qui est donné aux parents autour de cette prévention iatrogène, c'est qu'il y a moyen, à travers des processus de contention, il y a moyen de maîtriser l'immaîtrisable, c'est-à-dire le bouquet des possibles. Entendez bien que devenir parent, et ce n'est pas un scoop, vous le savez chacun à votre façon, soit d'une place de parent, soit d'une place d'enfant, devenir parent, c'est faire face plus que d'habitude à l'incertitude
comment est-ce que je vais être comme parent? Est-ce que cet enfant va naître dans de bonnes conditions? Sera-t-il normal? Aura-t-il des problèmes? Quel sera son devenir? Il y a 3 milliards de questions qui affluent et qui provoquent un embouteillage dans l'esprit des devenants parents. Et effectivement, des tutelles qui vont mettre en place un suivi médical qui va montrer la fausse route de réponse par la contention et la maîtrise, va effectivement peut-être proposer des voies courtes qui seront séduisantes, qui seront sophistiquement séduisantes, mais qui seront redoutables par rapport au processus d'identification qui vont pouvoir se jouer entre ce que les parents, qui sont les apprentis parents, vont pouvoir glaner de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'il faut bien considérer chez les soignants comme étant des équivalents grands-parentaux, parentaux, enfin en tout cas des personnes très importantes, parce que ce sont effectivement des équivalents de personnages guides, de personnages qui sont sur la route et qui sont censés montrer le chemin. Alors, pour aller dans le sens d'une clarification binaire inaugurée par Roland Gori tout à l'heure, à mon tour, je dirais que donc il y a cette anticipation, et puis de l'autre côté, il y a la prédiction. Et c'est vrai que pour ma part, et c'est ce point que j'aimerais défendre rapidement devant vous, en général, et puis en le déclinant dans le monde précis de la périnatalité, il me semble qu'on a un carrefour mnémotechnique et éclairant si on considère que l'anticipation, effectivement, relève le défi d'une prévention prévenante telle que Roland vient de la présenter, alors que la prédiction, elle, cristallise, mobilise effectivement toutes les rêveries de toute puissance, d'humains qui se prennent pour des dieux, et qui s'arrogent ce pouvoir de prédire l'avenir. Étant entendu, et ça a été déjà formulé, et je crois que ça vaut la peine d'insister, étant entendu qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les premiers rôles de ces prédictions, ce sont les scientistes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'obscurantisme de la science, mais aussi les religieux. Et alors là, on a des retrouvailles historiques, on a une boucle historique tout à fait illustrative entre l'obscurantisme religieux et l'obscurantisme scientifique. On est vraiment là dans effectivement de l'actualisation de la transversale de l'obscurantisme, finalement, qui est sans foi ni loi, on s'en doutait, et qui est prêt à se déguiser de divers masques pour persister et pour se maintenir à une place tout à fait active. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en scène l'opposition comme ça caricaturale entre anticipation et prédiction? Je dirais que l'anticipation négocie la prédiction colonise. Et là, on retrouve tous les travaux sur le colonialisme et sur le post-colonialisme et sur la vision d'un développement ou sur la vision d'un éducateur qui, au lieu d'être dans une interrogation sur l'altérité, sur l'émerveillement de la différence à l'égard d'autrui et de sa culture, là, on est vraiment dans une visée de colonisation. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'abraser les éventuelles tensions et différences et de ramener au même et de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une tête qui dépasse et que la colonisation permette une excroissance de l'empire breton. L'anticipation intègre ses limites et de plus en plus, je m'entends parler du nécessaire travail de deuil de l'anticipation. Parce que finalement, pour aller, et tu l'as dit à ta façon, pour aller vers cette anticipation prévenante, eh bien, en effet, il faut faire au moins le deuil d'un perfectionnisme où on ne chute jamais et où l'apprentissage de la marche serait comme ça un programme tout à fait mirifique qui se téléchargerait comme dans Matrix où subitement le héros veut savoir piloter un hélicoptère très perfectionné et donc dans son QG central on lui envoie l'apprentissage du conduire un hélicoptère et en l'espace de 3 secondes le voilà transformé en pilote d'hélicoptère très extraordinaire. Donc, à l'inverse de cette rêverie, on sait bien que petit à petit l'oiseau fait son nid et qu'on a besoin de temps et on a besoin d'un tâtonnement qui est fait d'essais-erreurs. Il y a très souvent dans les programmes de prédiction l'évocation d'un univers fantasmatique où on a l'impression effectivement que tout se passerait bien si les choses se passaient comme ça. Donc l'oracle irrationnel ou scientiste légitime son pouvoir de prédiction par une ésotérique connivence avec le divin et la science eh bien, fait de même au prix d'une expatriation de l'humain, au prix
d'un déni de ce deuil nécessaire. Parce que finalement, au moment où on devient parent, au moment où on est confronté à l'incertitude, par exemple du diagnostic anténatal, être dans une salle d'attente et être face à une échographie qui va débuter dans un quart d'heure, c'est probablement une situation existentielle extraordinairement complexe, si on veut bien ne pas pratiquer la langue de bois, et si on veut bien déniaiser les parents et les libérer des jougs de l'infantilisation qui existe si souvent dans une maternité et à l'hôpital. Eh bien, si on est dans ces conditions-là, probablement que les angoisses qui vont assaillir les parents, quelle que soit leur histoire et quelle que soit leur trajectoire, eh bien, soit les soignants accueillent ces tourments et y voient les levains de ce qui va permettre un accueil de l'inachevé en eux-mêmes et dans l'enfant à naître, soit au contraire, effectivement, on met des barrières, on met des barbelés, et on fait croire qu'il y a moyen, à travers des solutions géométriques, à travers des dictates, qu'il y a moyen d'ordonner tout ça, et que effectivement tout va se passer. C'est-à-dire, on est par exemple, très concrètement, dans des séances de préparation à la naissance, où ce sont souvent des sages-femmes, les meneuses sont là en train de dire que tout va bien, Madame la Marquise, et qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Je serais bien injuste si je ne disais pas à cette occasion qu'une très grande majorité de sages-femmes ont été depuis très longtemps des actrices militantes et efficientes pour défendre, face aux tentations scientifiques médicales, cet humanisme. Et que donc, il faut bien s'entendre sur le fait que ce sont souvent en périnatalité les sages-femmes qui sont les défenseurs de ce qu'il en est d'une approche humaniste. Alors maintenant, venons-en au point nodal, et je ne veux pas être trop long, je vais être très lapidaire. La déclinaison de notre problématique de la prévention autour de la périnatalité a une illustration emblématique, c'est l'entretien précoce, l'entretien dit du 4e mois. Un certain nombre d'entre nous considérant que ce 4e mois est une butée comme ça qui a été donnée assez arbitrairement par des gens qui entendaient guère au départ, et que finalement, si on veut vraiment accueillir les parents au début du parcours, ben autant le faire dans le premier trimestre. Mais déjà, le 4e mois, finalement, c'est facile. Et alors là, on a vraiment, pour nous, cliniciens sur le terrain, l'illustration de ce qu'on a vécu à pas de zéro de conduite comme l'enfer peut-être pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que quand on prend le plan périnatalité de 2005, on s'aperçoit qu'effectivement, Françoise Molina, pour ne pas la citer, et un certain nombre d'autres, en écoutant des sages-femmes qui faisaient bien leur boulot, parce que Françoise Molina est très claire là-dessus, comment est-ce qu'elle a eu cette intuition qu'il y avait quelque chose d'intéressant, si en auditionnant au ministère des sages-femmes remarquables, et qu'elle s'est dit, mais bon sang, bonsoir, ce qu'elles font là, spontanément, quand elles accueillent un couple la première fois, ça mériterait d'être quelque chose qui serait généralisé. Et donc, elle a dépensé sans compter beaucoup d'énergie pour que ce plan périnatalité porte cette recommandation. Et puis, patatras, comme souvent, quelques mois plus tard, les recommandations de l'HAS arrivent là-dessus, et là, alors là, l'enfer pointe le bout du nez, et on se retrouve, nous, professionnels sur le terrain, déjà militants, étonnés qu'une fois n'est pas coutume, il y ait eu un texte vraiment intéressant dans lequel on se reconnaissait, et là on est vraiment meurtri face à un saccage, face à une trahison, c'est-à-dire que ce qui était prévention prévenante est devenu grille de prison, est venu évaluation des compétences parentales. Les compétences, on connaît la musique, hein, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus. Enfin, il y a quelque chose de la surcompétence, c'est-à-dire qu'il faut être des parents compétents, et effectivement, si on a son téléphone qui sonne, ça ne va pas. Et si, dans les premiers trimestres, on n'est pas déjà en train de pouvoir revendiquer un investissement de l'enfant à naître, eh bien, ça ne va pas, on se fait taper sur les doigts, et le tapage de doigts se traduit par le fait qu'on a une trace écrite, et que maintenant, comme on est dans des réseaux en périnatalité qui sont informatisés, on va avoir ces petits cailloux dans le sac à dos, et on va se balader de soignant en soignant, en se baladant avec effectivement cette stigmatisation. Alors, j'aimerais, même si je sais que je m'adresse à des non-spécialistes, mais j'aimerais partager avec vous un point d'irritation extrêmement focalisé sur cette affaire.
pour moi, chez des devenants parents suffisamment bien dans leur basket, suffisamment à l'aise dans leur vie, eh bien, justement, le premier trimestre de la grossesse est souvent l'occasion d'une visitation de soi, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, et que les gens, justement, qui vont bien dans leur basket, avant d'attaquer un grand chantier, eh bien, ils ont un certain nombre de stratégies qui consistent à confirmer ce qu'il en est, ce que nous, dans le jargon, on appelle le maillage narcissique, la fondation de soi. Et donc, vous imaginez bien à quel point la dramaturgie risque d'être cinglante et dramatique. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un qui vient là à un moment où le parent, a fortiori plutôt prometteur, plutôt faisant ce qui est le plus souhaitable dans ces moments-là, c'est-à-dire dans une revisitation de soi, et qu'à ce moment-là, vous mettez un commissaire aux compétences parentales précoces, il va y avoir effectivement une incompréhension radicale. Parce qu'un parent, lors du premier trimestre de la grossesse, est souvent un parent qui est dans une rêverie commençant par son propre jardin, et que la construction de l'altérité de l'autre est en général plus l'apanage du deuxième trimestre et du troisième trimestre que du premier. Donc il y a une erreur de vue dramatique qui m'a amené bien souvent à sortir du bois et à aller vers les sages-femmes, non pas celles qui sont expérimentées, parce qu'elles connaissent ce que je vous propose là sur le bout des doigts, la vie le leur a appris depuis longtemps, mais en direction d'un certain nombre de sages-femmes qui avaient été séduites par le caractère humaniste de cette proposition d'entretien précoce, mais qui avaient simplement, par inexpérience, par jeunesse, pas compris ce qu'il en était de la temporalité du processus de parentalité, et qui donc commençaient à se mettre dans ce cercle vicieux infernal de déclarer incompétents des parents qui étaient, à contrario, typiquement, je le crois, très à leur place. Un exemple vous permettra de comprendre très aisément. Imaginez une jeune femme, un jeune homme, après une dizaine d'années d'infertilité. Le combat de la soldate et du soldat de l'infertilité. Ce sont des combats de vie incroyables. Et bien quand une des caractéristiques de ces parents-là qu'on voulait rencontrer dans les premières semaines après l'annonce de la grossesse, c'est qu'ils sont déjà en train de traîner dans les magasins de poussettes. Et ma grand-mère aurait dit, le trop, l'ennemi du bien, ça va trop vite, vous voyez, alors qu'une jeune femme, un jeune homme qui se rentre en parentalité avec tranquillité, et puis pourquoi pas, ça peut pas être aussi prévu, ça n'a pas besoin d'être déterminé comme un lancement de fusée à la NASA, ne sera pas nécessairement tout de suite, là, maintenant, dans la revendication d'une compétence garde à vous, alors les poussettes, on repeint la chambre, etc. Et on peut très bien imaginer qu'il y ait un processus qui prenne son temps et qui soit justement à l'abri et des traits obsessionnels et de ce qu'il en est de cette illusion d'emprise. Voilà. Donc écoutez, je m'en tiendrai là pour ne pas être comme ça, me transformer en assurance touriste sur ce sujet, mais j'ai tenté simplement de vous dire qu'à tous les âges de la vie, la prévention peut être redoutable, à tous les âges de l'enfance, mais que probablement, s'il y a un moment où l'humanité, le levain de l'humanité montre le bout du nez et où il ne faut pas le manquer, c'est vraiment dans cette période périnatale et dans cette période d'émergence de l'humanité de l'enfant à naître, et que cette petite flamme mérite toute notre attention. Je crois que un des meilleurs marqueurs de ce qu'il en est de la qualité de la gouvernance, de la politique sociale d'un pays, eh bien c'est ce qui se trame et ce qui se préconise en matière de périnatalité. Et force est de constater qu'aujourd'hui, qu'on est dans un entre-deux que j'ai essayé de camper, où effectivement on peut basculer dans quelque chose qui va être aliénant et redoutable pour la plupart, ou au contraire dans quelque chose, si on est extrêmement attentif et qu'on n'abandonne rien sur le terrain, qui pourra peut-être être source d'un accompagnement et d'un apprivoisement des complexités de la vie. On continue, on vous donnera la parole. Je sais que c'est un peu frustrant peut-être, mais on va continuer avec Nicolas.
contrairement aux autres intervenants, je ne suis pas une des auteurs du livre. Je ne suis pas non plus une habituée des conférences de presse ou du papier. Je suis psychologue d'éducation nationale et comme... Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Excusez-moi. Nicolas, pardon, merci. Excusez-moi. Je suis psychologue d'éducation nationale et comme tous mes collègues, préoccupée par ce qui concerne les enfants à l'école. La prévention en est un enjeu important. Ces derniers jours, les médias ont relayé l'information concernant la fermeture des postes d'enseignants spécialisés, de psychologues, plus de 600 selon le ministère lui-même. Des syndicats, des associations professionnelles, des associations de parents d'élèves luttent ensemble pour que le ministère renonce à la suppression de ces postes. Plusieurs questions se posent, dont celle-ci, d'ailleurs posée par M. Bory. Pourquoi diminuer le nombre des personnels spécialisés et des psychologues alors que l'aide aux enfants en difficulté et la prévention ne paraissent pas absentes des projets ministériels? Mais si l'on regarde ce qui se met en place, nous sommes davantage sur le registre du dépistage. Dépistage des troubles du langage, des troubles du comportement, des troubles des apprentissages, les fameux TAS que les médecins scolaires, en collaboration avec les enseignants, mettent en place. Derrière l'idée du dépistage se trouve l'idée d'un filtrage rapide qui identifie des individus susceptibles de. Le risque est de transformer un dépistage en diagnostic et sans rien contextualiser, de mettre en place, au titre de la prévention, un protocole préétabli. Ce n'est pas ainsi que les enseignants spécialisés et les psychologues qui exercent dans le cadre des RASED conçoivent leur travail. Les textes eux-mêmes ne pouvaient se comprendre de cette façon à l'origine. Je vais prendre un seul exemple, les pleurs d'un enfant qui entre à l'école maternelle. Banal, pas banal, il n'y a aucune réponse standard. Aucun protocole ne permet de répondre à cette question. Que représente pour cet enfant-là, cette famille-là, ce moment de séparation? Qu'en est-il de l'angoisse, de la culpabilité de la mère, du père? Et je reprends aussi ce que vous disiez, ainsi que M. Messonnet, n'est-ce pas une façon opérante pour cet enfant-là de gérer une situation nouvelle? Et il est nécessaire de lui laisser un temps, peut-être même pour pleurer. Pas de réponse simple, pas de réponse toute faite. Par expérience professionnelle, un entretien parent-enfant peut aider cette famille à surmonter ce moment difficile, mais il faut prendre le temps d'écouter sans stigmatiser. L'enseignant, lui aussi, qu'on oublie souvent, peut avoir besoin d'être accompagné. On peut douter de soi, surtout si on est en début de carrière, de sa compétence, quand 5 ou 6 garçons et petites filles appellent désespérément, et là je dis leur maman, parce que ce n'est pas leur papa souvent qu'ils appellent. Ce travail suppose du temps, un climat de confiance, toute chose peu quantifiable, peu mesurable. Mon association professionnelle des psychologues de l'éducation nationale préconise dans sa contribution aux États généreux une approche multidimensionnelle. Chaque situation devant être considérée dans sa complexité, dans le respect de chacun. Faire en sorte que la famille soit actrice de son propre changement. Nous sommes loin du dépistage, du chiffre qui garantirait l'objectivité. Il est certainement plus facile de repérer des causalités biologiques et sociales, c'est d'ailleurs ce que dit le professeur Brusset, que psychologiques. Pour le psychologue, un sujet ne peut se réduire à un objet statistique, à un symptôme. Le gain économique est de mon point de vue illusoire si le rôle du politique est d'être au service du sujet, et non d'un rendre compte d'actions qui se donnent facilement à voir. Pour conclure, le dépistage est une tentative qui aurait pour objectif d'anticiper le zéro de conduite. Tentative vouée à l'échec. La prévention prévenante, humanisante, au contraire, devrait faire en sorte que chaque enfant considéré dans sa singularité échappe, si possible, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, au zéro, mais si le zéro est là, et il peut être là, et pourquoi pas,
Devant la complexité d'un enfant, pour un psychologue, 0 égale 0 n'existe pas. Je vais évoquer avec vous là où nous en sommes dans les avancées, le parcours, les projets et la stratégie du collectif Pas de zéro de conduite pour les enfants trans. Vous l'avez saisi, il y a quand même, depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire quand même fin 2005, une question de fond, qui est pourquoi la prévention précoce, psychologique, devrait-elle se trouver annexée au service de justice, au lieu des ministères concernés qui sont la santé, l'éducation, la famille, le social. On bute encore et toujours sur cette déportation des logiques. Et pourquoi, y compris certains acteurs de terrain, cherchent-ils à légitimer leurs demandes de budget, leurs actions, leurs projets de prévention de la délinquance? Pourquoi faut-il ce prétexte? Je livre quand même cette question qui demeure. Vous l'avez vu, le contexte dans lequel on se trouve est loin d'avoir été amélioré depuis 2006. On a cité le rapport de Jean-Marie Bockel en novembre 2011. On a cité le rapport du député Benisti en février, novembre 2010, Jean-Marie Bockel, Benisti, février 2011, qui pose quand même qui assène quand même cette phrase, qu'il faut faire de la politique de la prévention de la délinquance le carrefour de toutes les autres politiques. Sociale, ville, justice, protection de l'enfance, scolaire, je cite. On se rend bien compte qu'on est, et c'est pour ça que nous avons publié ce livre, Les enfants au carré, une prévention qui tourne par rond, on se rend bien compte que nous sommes face à une opération très très cohérente de mise au carré des enfants, des familles et des professionnels. On le retrouve par exemple dans le discours de Nadine Morano à l'occasion du rendu des états généraux des enfants, qui préconise des feuilles de parcours pour les enfants, des carnets de parentalité, des kits de bonnes pratiques, etc., etc. Et qui, je cite, en appelle à plus de critères de signalement direct à l'autorité judiciaire et à la facilitation du travail des conseils généraux pour inciter à saisir le procureur. Ceci sous l'habillage, depuis que Pas de zéro de conduite travaille, sous un habillage langagier, qu'ils ne disent plus qu'ils veulent traquer les futurs asociaux, mais qu'ils disent qu'ils veulent faire de la prévention de la souffrance psychique. C'est donc là une reprise de vocabulaire de Pas de zéro de conduite. Et on a, chez Jean-Marie Bockel, dans son rapport, on a carrément un conseil politique gouvernemental qui dicte les méthodes qui doivent être utilisées. Et c'est là qu'on arrive quand même de glissement en glissement à avoir une sorte de science d'État qui est en train de se mettre en place. Je vous cite encore, dans son chapitre qui s'appelle, écoutez bien les mots, parce que je suis psychanalyste et c'est pas pour rien que nous avons aussi des gens de ma profession dans ce collectif, parce que nous entendons et nous lisons. Je vous cite, pour une nouvelle économie de la sanction parentale. C'est le titre du chapitre. Et là, on y lit ces phrases. Toute politique de prévention de la délinquance juvénile n'a de sens que si les sanctions accompagnent systématiquement, souligné dans le texte, la mise en échec volontaire, souligné dans le texte, des mesures prononcées pour l'accompagnement des familles.
on en appelle à une pénalisation de l'irresponsabilité parentale. Je cite toujours. On peut lire également qu'il s'agit de muscler des cellules d'information préoccupantes. Ça, c'est dans le discours de Nadine Morano sur les états généraux des enfants. Vous voyez bien que cette soi-disant prévention de la souffrance n'est en réalité qu'une répression anticipatoire à une délinquance annoncée. Le tout servant bien sûr à professionnaliser la délation, puisqu'il s'agit que tous les professionnels de l'accueil, du soin, du social, de la santé soient à même de transférer ce qu'on appelle l'information préoccupante. Reste à définir le concept. Hein. Et puis, on repère, on met en carré, et puis on sanctionne si ça ne plie pas tel qu'on voudrait. Les enfants par les parents, les enfants sont comme ça mis sous observation par leurs propres parents, les parents par les professionnels par les parents, et le tout par des élus ou une justice elle-même instrumentalisée. Alors, vous vous rendez bien compte que lorsque nous ouvrons ce débat, y compris sur les méthodes pour pratiquer cette prévention précoce, c'est en aucun cas pour remettre en cause l'utilité des outils de travail. Hein? Nous ne sommes pas là à dire qu'il n'en faut pas, hein? Mais la question c'est les outils des professionnels pour les enfants et les familles, doivent-ils servir à l'agilité de penser, à la créativité de faire avec les enfants et les familles, ou bien doivent-ils servir à homogénéiser le faire des professionnels? Vous voyez bien que dans le premier cas, si les outils soutiennent et l'agilité et la créativité, on est dans un projet de soins, d'accueil, d'éducation, d'accompagnement qui favorise la singularité des parcours et des groupes. Dans l'autre cas, quand on veut homogénéiser avec des protocoles, des méthodes standardisées, eh bien, on est dans une uniformisation des attentes, des outils de mesure, des évaluations des actions, et donc, on tend vers une normalisation décrétée par, et là, bien sûr, je vous renvoie sur les exposés qui ont précédé, par une sorte de science annexée. Derrière, il y a sur la question des enfants et des familles en difficulté l'idée qu'il faudrait chercher la faille, qu'il faudrait chercher à l'origine la faille de bonne volonté ou la faille de compétences individuelles, familiales ou professionnelles, ou la faille du dispositif existant. Et aujourd'hui, les dispositifs existants sont très largement attaqués. Cette faille, il faudrait la réduire, évidemment, par un renforcement de performance, de contrôle, de procédure, et avec la bonne et vieille ficelle des échelles, récompenses, sanctions. Hein. Et on voit à partir de là que cette opération cohérente de mise au carré des enfants, des parents et des professionnels fait que ça marche sur trois pattes. Pression, infantilisation, culpabilisation. Alors, quand je dis que c'est très cohérent, on comprend bien comment ça marche. Hein, et comment surtout ça produit de la souffrance psychique. Et comment ça a des effets de violence directement sur les professionnels qui soutiennent les enfants et les familles, sur les parents qui élèvent leurs enfants, sur les enfants qui sont là normalement au centre des dispositifs. Ce formatage provoque une fuite des repères et un effondrement des cadres de travail, des cadres familiaux, dans le même mouvement qu'il promet d'y remettre de l'ordre. Car on est quand même dans cette logique d'un ordre. Cette illusion de mise au carré en guise d'aide
se décline en direction des enfants par un effacement des frontières entre l'éducation et le conditionnement précoce. Ce sont les méthodes que nous épinglons. C'est pour ça que nous les épinglons. En direction des parents par un effacement des frontières entre le soutien à la parentalité et le contrôle des compétences parentales, on n'est pas du tout sur le même registre, avec des sanctions. Et en direction des professionnels, enfin, par un brouillage des repères comme la mission du service, l'exercice du métier, au profit de protocoles standardisés, de programmes, de procédures imposés par des experts. Alors, on ne pourra pas dire que Pas de zéro de conduite n'a pas prévenu. Face à cette ténacité, nous amorçons maintenant une nouvelle étape de notre travail de réflexion scientifique et d'action. L'heure est venue pour nous de donner une meilleure visibilité et d'accompagner vers une meilleure compréhension du fait qu'en France, en matière de prévention des difficultés des enfants, on ne part pas de rien. Cette prévention prévenante, éthique, pluridisciplinaire, non stigmatisante, humanisante, que j'appelle aussi la prévention en réseau, car c'est du fond qu'elle opère, eh bien, nous allons mettre en place, dans les mois qui viennent, un forum qui rassemblera les initiatives qui sont actuellement en France en place et qui correspondent à cette conception de la prévention que nous défendons. Juste quelques mots, cette prévention prévenante en rhizome, elle tient sa pertinence du fait que ces actions sont diffuses, au sens où elles sont distillées largement, le plus souvent discrètement et finement. Cette prévention s'effectue à travers des services et des dispositifs qui justement portent peu souvent l'appellation de programme de prévention. Et c'est pour ça que ça marche. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à les repérer, les évaluer, et en tant qu'action de prévention des psychopathologies. Et néanmoins, c'est là. Nous allons mettre en visibilité ce travail qui se réalise actuellement à partir de trois repères. Le premier repère sera les actions qui accompagnent, qui consistent en un accompagnement de la vie quotidienne des familles. En gros, c'est effectivement une forme primaire de la prévention qui consiste à placer les enfants dans des conditions suffisamment adéquates pour grandir suffisamment bien. Les exemples, c'est tout l'accompagnement en périnatalité, la mise en place de l'allaitement ou bien l'accompagnement du non-allaitement, les premières séparations des enfants en mode de garde, la crèche, l'école, les maisons vertes, les lieux d'accueil parents-enfants, les animations d'éveil culturel, les services de protection maternelle et infantile, les groupes de parole de pères en maternité, les groupes d'aide aux devoirs, et j'en passe. On est dans la diversité, dans le multiforme, et lors de ce forum, nous ferons cohabiter des grands services, des actions qui s'appliquent sur des grands nombres, et aussi des petites actions, des innovations ponctuelles, car la France est tissée de tout ça. Le deuxième niveau de cette prévention prévenante, c'est celle qui consiste à apporter un soutien psychologique et relationnel dans les aléas de la vie quotidienne des enfants. Elle repose sur une vieille idée bien connue, celle de la bonne personne à la bonne place au bon moment. Encore faut-il pour ça qu'il y ait des gens
il s'agit d'accompagner lors d'une perturbation, par exemple, d'une étape normale du développement. La naissance, le sevrage, l'acquisition de la propreté, une hospitalisation pour une intervention bénigne. Événements inhérents à la vie de famille, séparation, déménagement, perte d'emploi, difficultés rencontrées par les enfants, un problème de santé, de scolarité, de sexualité plus tard. Voilà. Mais attention, hein, n'oublions pas qu'une perturbation peut aussi être parfois une opportunité de remanier, hein, et de maturer. Donc, il est parfois préventif de ne pas faire de zèle préventif. Je ne dis pas qu'à chaque déménagement, il faut mettre un intervenant auprès de la famille. Car l'interdit de souffrir, de dire qu'on souffre, ou qu'on a du mal, ce serait également un peu perturbateur. Les exemples de pratique, il y en a évidemment des grandes quantités, la présence de psychologues dans les crèches, en protection maternelle et infantile,